Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts a lancé hier mercredi une caravane de mobilisation de fonds pour la campagne de reboisement 2016. La ministre du dit département, accompagnée de son cabinet, a sillonné quelques départements ministériels. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a donné le ton pour cette campagne. Compte rendu Soirée Boubacar. C'est au pied du palais de la Colombe que cette caravane a démarré ce mercredi. Cette année, le ministère de l'Environnement envisage de reboiser 2000 hectares à travers le pays, ce pour sauvegarder la nature. Une ambition qui nécessite des moyens financiers et humains, d'où l'initiative de cette caravane de collecte de fonds. Une manière d'amener tous à s'intéresser à cette lutte contre les fléaux qui menacent sérieusement nos ressources naturelles. Aujourd'hui, la dégradation est très poussée. La dégradation de nos ressources, nous sommes obligés de prendre le devant pour ne pas que ça soit trop tard. Sinon, nous aurons des comptes à rendre à nos petits-fils demain. Une dégradation due à l'activité humaine telle que le déboisement, la carbonisation, l'effet de brousse, pour ne citer que cela. Le Premier ministre, Mamadi Youla, invite les cadres du département à faire bon usage des fonds collectés. Au nom du gouvernement et au nom du chef de l'État, que nous représentons ici, pour lancer officiellement cette caravane de collecte de fonds pour la campagne de reboisement 2016. Je ne terminerai, madame, sans demander à vos équipes de faire le meilleur usage des ressources qui seront collectées. À titre personnel, le Premier ministre a offert un chèque de 10 millions de francs guinéens en guise de soutien à l'action. Au département de la communication aussi, le ministre Rachid Ndiaye a fait un geste symbolique aux caravaniers. La présidente de l'ONG Les Héroïnes des temps modernes était ce jeudi devant la presse à Koleya. Il s'agit pour Domani Doré de présenter non seulement les réformes nouvelles de sa structure, mais aussi sa nouvelle casquette qu'elle incarne désormais en tant que femme active. Compte rendu Diao Bachir. Trouver des voies et moyens pour mieux promouvoir l'implication effective des femmes dans le cadre de la construction de la nation guinéenne, telle est l'ambition de la structure Les Héroïnes des temps modernes. Sa présidente, l'ancienne ministre des Sports, estime que désormais, les débats politiques doivent quitter la rue pour rejoindre le tour des tables afin de bâtir une Guinée nouvelle. Pour réussir donc cette mission, Domani Doré place la formation des jeunes au centre de sa préoccupation. C'est une possibilité pour nous d'être en contact avec les jeunes et les femmes à travers des écrits, à travers des rencontres, à travers naturellement des formations que nous ferons à petite échelle puisque nous n'avons pas de financement, nous n'en cherchons pas. Nous faisons avec les moyens de bord que nous avons pour en tout cas accorder du temps aux uns aux autres en matière de questions de femmes ou de jeunes. Et donc, mais si chacun de nous faisait quelque part l'effort de fournir de l'effort pour les autres, je crois qu'au finish, on aurait un concert géant d'une Guinée plus belle. Au cours des échanges avec les journalistes, il a été également question de la mise en place d'un canal de communication sécurisé. Il s'agit là d'un site web. Il permettra de soigner son image et de montrer les travaux effectués par l'association. Si je ne fais pas attention à ce que j'ai, qui m'appartient, que je peux adorer, que je peux faire de ça ce que je veux, mon image, je ne vois pas pourquoi je vais m'encombrer à aller m'occuper de l'image de quelqu'un d'autre alors que moi-même je n'ai pas fini de résoudre mes problèmes. Ce site web, c'est pour permettre au grand public qui a besoin en tout cas d'informations vraies, d'avoir les infos vraies sur Domani Doré. Selon Domani Doré, l'ONG Les Héroïnes des temps modernes compte organiser dans les jours à venir des rencontres d'échange en faveur des jeunes filles. L'interdiction d'importer les véhicules de direction à droite en Guinée ressemble plutôt à une conformité à la réalité sur le terrain qu'à une réelle décision. Les importateurs de véhicules se disent peu préoccupés par cet arrêté du ministre des Transports publié sur les antennes des médias d'État. Ceux rencontrés par nos reporters disent ne vendre aucune voiture de ce genre. Omar Sow. Les importateurs de véhicules n'ont que 3 mois pour écouler leurs engins possédant les directions à droite et les usagers ont le même délai pour s'en débarrasser ou changer la position du volant. Dans un arrêté publié ce mercredi, le gouvernement interdit formellement l'importation de ces véhicules anglo-saxons en Guinée. Dans les parcs d'automobiles, la décision importe peu les vendeurs.
Je pense que pour l'instant, ce n'est pas tellement nécessaire, l'interdiction des véhicules à direction droite. Parce que, les Guinéens n'importent pas ça beaucoup. C'est des véhicules qui viennent de l'Angleterre. 2, il n'y a pas l'impact dans notre ville parce que à Conakry, ici, on voit beaucoup des accidents, mais c'est des directions à gauche, pas des directions à droite. Les véhicules direction à droite sont moins importés. Selon mes analyses personnelles, on n'a pas plus de, peut-être pas plus d'1% d'importation en direction à droite. Dans des parcs sillonnés à Kalom, le centre-ville, l'on dit ne pas vendre pratiquement aucune voiture de direction à droite. Même constat à Dixine, ce qui n'empêche tout de même la demande des clients auprès des importateurs. Si tu regardes tous les voitures là, ce que nous on a, il n'y a pas de direction droite. Il n'y en a pas. Nous on n'importe pas. Est-ce que vous enregistrez des clients qui viennent vous demander par exemple qu'ils ont besoin de voitures de direction à droite? Bien sûr, il y a des gens qui viennent que seulement pour ça. De direction à droite. Même si lui, il n'importe pas ces types de voitures, Alpha Dioba pense néanmoins à ceux qui en possèdent déjà. Pour lui, cette interdiction pourrait entraîner une perte chez ces derniers. Il y a déjà des véhicules qui sont en place et que c'est de l'argent couché là. Il y a d'autres qui ont déjà acheté, qui roulent avec. Si on interdit ça, je pense que c'est une perte. Jusque-là, les autorités de la police routière n'ont voulu dire mot à notre micro concernant cet arrêté des ministres des Transports et du Budget. Le cure-dent, un nettoyeur de bouche par excellence, un produit prisé beaucoup plus durant ce mois saint de Ramadan par les fidèles musulmans pour avoir une bonne haleine. Selon certains, il a même été recommandé par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Buntou Abikeita pour nous en dire plus. Se curer la bouche, un exercice fréquent chez les musulmans, surtout pendant le mois saint de Ramadan. Une pratique à la fois bénéfique sur le plan sanitaire que religieux. Je m'appelle Souma Youssouf. J'aime le cure-dent parce que c'est un produit qui élimine les microbes sur les dents. Il renforce les dents. La pâte dentifrice aussi est bonne, mais elle n'élimine pas toutes les impuretés de la bouche. L'utilisation du cure-dent nous procure beaucoup de bénédictions. C'est le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui nous l'a recommandé. Il a dit dans un hadith, si ce n'était pas trop demandé à ses fidèles, je leur aurais demandé de se brosser les dents avec le cure-dent avant chaque prière. Ces bâtons frais, gardant parfois leurs feuilles, abondent les marchés de la capitale en ce mois de pénitence. Ils sont convoités aussi à cause de leur prix abordable qui varie entre 500 et 1000 francs guinéens en fonction de leur qualité. La manière dont nous vendons le cure-dent pendant le Ramadan n'est comparable à aucun autre mois de l'année. Il y a une qualité appelée cure-dent malinké, une autre appelée cure-dent soussou et une dernière qu'on appelle kamderi qui se vend rarement vu sa cherté. Cette qualité qu'on appelle cure-dent malinké est beaucoup plus prisée par les citoyens. Si tu as la possibilité d'acheter un conteneur de ça, n'hésite pas, puisqu'il y a certains, s'ils se brossent avec la pâte dentifrice, ils crachent beaucoup. Vu l'importance qu'accordent les citoyens à ce produit pendant et après le Ramadan, la nécessité de le préserver de toute insalubrité dans les lieux de vente devrait être de rigueur, quand on sait que certains sont exposés à même le sol dans les différents points de vente. La prière, une obligation pour tout fidèle musulman. Pour cela, elle nécessite l'utilisation d'un nombre d'outils comme le tapis de prière, un outil très vendu en ce mois saint de Ramadan et qui génère beaucoup de profits pour ses commerçants. Notre reporter Oumi Kamara s'est intéressé à ce sujet. Suivez. En ce mois saint de Ramadan, les tapis de prière sont de plus en plus prisés par les musulmans pour l'accomplissement du deuxième pilier de l'islam. Dans les marchés comme ici au marché Niger de Conakry, nombreux sont des citoyens qui sont attirés par la vente des tapis. Le mois avant le Ramadan, la clientèle se faisait de plus en plus, mais en ce mois de Ramadan, les clients sont de plus en plus rares. Elhaj Oumar est un citoyen qui, lui, s'offre souvent le privilège d'acheter pour offrir aux plus démunis en guise de cadeau. Une manière pour lui de chercher des bénédictions. Mais pour lui, comme certains vendeurs, l'on se plaint de la conjoncture difficile.
Chacun profite de ce moment pour avoir des bénédictions. Certaines achètent pour eux-mêmes et d'autres en font des cadeaux. Moi j'ai acheté 10 et j'ai offert. Ce qui manque réellement, ce sont les moyens. Du coup, tout le monde cette année, ça ne marche pas trop comme les années précédentes. L'application de la prière chez tout fidèle musulman est une obligation. Et pour bien le faire, le tapis juste ne suffit pas. Le musulman doit se mettre dans la sainteté pour accomplir la prière. La date, un fruit comestible du palmier dattier, très convoité en ce mois saint de Ramadan également. Il est beaucoup plus consommé par les fidèles musulmans à cause de son goût et de ses vertus. On le retrouve dans divers endroits de la ville et sous plusieurs formes. Quelle est l'importance de ce fruit pendant ce mois de pénitence? La réponse dans ce reportage de Nantanin Kondé. Nous sommes à Kaloum, plus précisément au marché Niger. Là se trouve un point de vente des dattes, un fruit très convoité en ce mois saint de Ramadan. Derrière son étable, Aïcha Sissé propose plusieurs variétés de ce fruit. Il y a plusieurs qualités de dattes, celles qui sont sèches, un peu mouillées et très mûres. Les prix aussi varient entre 5 et 25 000 francs guinéens. Non loin se trouvent d'autres vendeuses comme Bobo Keita, une sexagénaire doyenne aujourd'hui dans cette activité de vente de dattes. Ça fait longtemps que je suis dans ça. Que ce soit Ramadan ou pas, c'est mon gagne-pain. Ces dattes proviennent de différents pays arabes et africains. Ce fruit charnu au goût sucré provient du palmier dattier. Il a une grande portée religieuse, surtout au mois de Ramadan, selon les consommateurs. Notre prophète faisait la rupture du jeûne avec la date. C'est pourquoi je l'imite également. Moi je mange la date parce que c'est bon. Le prophète consommait pendant la rupture. C'est conseillé aussi de couper avec quelque chose de sucré. C'est le fruit de l'arbre du paradis. C'est conseillé par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Nous on le consomme à la mosquée avant la rupture. Outre ses vertus religieuses, la date recèle d'autres qualités d'ordre thérapeutique selon nos recherches. Elle renferme du calcium et de la protéine qui constituent des éléments nutritifs pour l'organisme. Le temps est monté d'un cran à la bataille sur le projet de loi de travail en France après la menace de l'exécutif de ne pas autoriser les manifestations. Le secrétaire général de la CGT annonce le maintien des journées, des journées d'action prévues les 23 et 28 juin prochains. Suivez. La fracture entre le gouvernement et les syndicats n'a jamais été aussi prononcée depuis le début de la mobilisation contre la loi travail. Après la menace du gouvernement d'interdire des manifestations de la CGT à cause des débordements de violence, les syndicats répliquent. Invité sur France 2 mercredi soir, Philippe Martinez a rendu coup pour coup. Il a d'abord réfuté toute responsabilité de la CGT dans les violences survenues en marge des cortèges et notamment dans les dégradations de l'hôpital Necker à Paris. Ils ont des ordres de non intervenir face aux casseurs. Nous, ça fait 3 mois qu'on dit au gouvernement, il faut stopper les casseurs, les empêcher d'agir sur les manifestations. Regardez ce qui a été fait lors de l'Euro. Les hooligans, on les a retrouvés en moins de 48 heures. Il a ensuite dénoncé un double jeu du gouvernement en ciblant la non-intervention des forces de police lors des débordements et pointé du doigt sa stratégie de détournement avant d'assurer... Et les mouvements qui sont prévus sont maintenus. On essaye de détourner l'attention, gravement d'ailleurs, en stigmatisant une organisation syndicale alors que nous sommes 7 à organiser les manifestations. Si Philippe Martinez a affirmé que les manifestations prévues auront bien lieu, il n'a pas précisé ce qui se passera en cas d'interdiction. Après la vague d'indignation provoquée par les dégradations de l'hôpital Necker, François Hollande a menacé mercredi d'interdire toute manifestation à risque pour les biens et les personnes. Manuel Valls a quant à lui jugé la CGT coupable d'attitudes ambiguës vis-à-vis des violences survenues lors des rassemblements contre la loi travail.
Le préfet de police a affirmé mercredi qu'un groupe de 100 à 200 manifestants de la CGT avait pris part aux affrontements à Paris mardi soir. Les responsables des dégradations de l'hôpital Necker n'ont toujours pas été interpellés. De nombreuses voix se sont élevées pour demander l'interdiction de ces mobilisations, bien encore d'engager la responsabilité civile et financière de la CGT dans les dégradations, mais le gouvernement en a-t-il réellement le droit? Regardez. Le ton est encore monté d'un cran entre le gouvernement et la CGT. Après les violents affrontements et les dégradations commises contre l'hôpital Necker, François Hollande a menacé de ne plus autoriser ces manifestations. Motif, la préservation des biens et des personnes ne sont plus garanties. Manuel Valls a appuyé cette position. Chaque demande de manifestation, avec le ministère de l'Intérieur, avec la préfecture de police de Paris, nous examinerons très attentivement les conditions de ces manifestations. Et si ces manifestations font craindre de nouveau, on peut malheureusement le penser, qu'elles se terminent comme celle d'hier, alors nous serons amenés à prendre nos responsabilités. Nicolas Sarkozy est allé encore plus loin. L'ancien chef de l'État a réclamé que la responsabilité civile et financière de la CGT soit engagée. Une déclaration qui fait polémique et qui surtout est juridiquement contestée. Car pour condamner la CGT, il faudrait prouver que le syndicat ait incité les casseurs à commettre leurs méfaits. Un lien de cause à effet qui semble faire défaut. La CGT a en effet respecté les consignes d'ordre de la préfecture de Paris pour manifester et condamner les agissements des fauteurs de troubles. Une nouvelle trêve temporaire est entrée en vigueur dans la métropole syrienne divisée d'Alep. Washington a mis en garde Bachar al-Assad devant encore Moscou sur le respect de la cessation des hostilités. Reportage. La décision d'un cessez-le-feu est tombée mercredi soir. Sergueï Lavrov, le ministre russe de la Défense, a décrété un régime de silence. Une trêve de 48 heures qui entre en vigueur à Alep afin de réduire la violence excessive de ces derniers jours. En 24 heures, 70 combattants pro-régime et rebelles alliés à des djihadistes sont morts dans des affrontements à Alep. Une réponse de Moscou après une sévère mise en garde de John Kerry. Plus tôt dans la journée, le chef de la diplomatie américaine avait haussé le ton contre Damas et son allié russe. So we've made it very clear that unless we get a better Donc nous avons été très clairs, à moins que nous obtenions une meilleure définition de la mise en place de ce cessez-le-feu, à qui il s'applique et comment, nous n'allons pas rester assis pendant que Assad continue l'assaut sur Alep et pendant que la Russie continue de soutenir cette action. Washington perd patience. La Russie et les États-Unis sont les parrains d'un processus diplomatique et politique pour la Syrie qui reste au point mort après plus de 5 années de guerre. L'accord de cessation des hostilités du 27 février est régulièrement violé depuis fin avril par l'armée de Bachar el-Assad en lutte acharnée contre les rebelles alliés des troupes djihadistes. Début juin, Bachar el-Assad a promis de reconquérir chaque centimètre de la Syrie, éloignant l'espoir d'une trêve durable. Alep, qui comptait 2 millions d'habitants avant la guerre civile, est ravagée par les combats et divisée entre quartiers sous contrôle du régime et quartiers tenus par des groupes rebelles. Dernier point de ce 20h, hier la Knesset, le Parlement israélien, a approuvé des réformes antiterroristes d'envergure suite à la vague de violence qui frappe le pays depuis ces derniers mois. Suivez. Il y a encore 6 mois, en pleine intifada des couteaux, le projet de loi suscitait une vive controverse. Mais ce mercredi à la Knesset, la nouvelle loi sur le terrorisme a été votée en 2e et 3e lecture, sans encombre. 57 députés du Parlement israélien l'ont approuvée. 16 seulement s'y sont opposés. Cher à la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, du foyer juif, le texte met à la disposition des autorités un arsenal législatif plus ferme contre les auteurs d'attentats, mais pas uniquement. Parmi les mesures phares, toute personne s'identifiant publiquement à une organisation terroriste sera désormais passible d'une peine de 3 ans d'emprisonnement. La sanction s'applique par exemple à des manifestants qui brandiraient les drapeaux de groupes armés palestiniens. Mais ce volet pourrait aussi bien viser certains députés arabes israéliens, en ligne de mire Hamid Zohabi, qui avait affiché son soutien au Hamas. Autre mesure, 7 ans de prison pour tout individu annonçant son intention de commettre une attaque, à l'instar de celle à l'arme blanche, souvent annoncée sur les réseaux sociaux par de jeunes Palestiniens. En outre, 25 années de réclusion seront requises pour tout complice d'un acte terroriste, de 10 à 20 ans pour toute assistance à une cellule. Un auteur d'attentat sera quant à lui condamné à 30 années de prison par chef d'inculpation. À travers cette loi, le gouvernement israélien entend mettre en place une politique de tolérance zéro et espère que ce nouvel attirail législatif se montrera dissuasif.
Fini ce journal. Merci à tous pour l'attention. Passez une excellente soirée sur Africa Today Télévision.